Imaginez un banquet où le vin coulait à flot, la musique résonnait dans des salles dorées et, au centre de tout, il n'y avait pas seulement une nourriture abondante, mais une exhibition de plaisir si audacieuse qu'elle défiait toute morale. Nous parlons de Rome, en l'an 1501, sous le regard attentif d'un homme qui détenait le pouvoir spirituel du monde, le pape Alexandre VI, et de son fils, l'impitoyable César Borgia. En cette nuit d'octobre, connue sous le nom de banquet des châtaignes, le Vatican, sacré par définition, se transforma en une scène de luxure et de domination. Ce n'était pas une simple fête, c'était un rituel méticuleusement orchestré, où des courtisanes à demi nues dansaient et rivalisaient dans des jeux sexuels sous la lumière vacillante des bougies, tandis que les invités, nobles et ambassadeurs, observaient, fascinés et terrifiés. Ce qui semblait n'être qu'une célébration du désir était, en réalité, une toile complexe de manipulation, où l'intimité devenait une arme, et chaque soupir, chaque toucher, était un pas calculé pour exposer les faiblesses, forger des loyautés et faire taire les opposants. Préparez-vous à percer les secrets les plus sombres de l'Église, où le plaisir était la monnaie et la foi, juste un déguisement. Chers passionnés d'histoire et de récits captivants, si cette immersion dans les arcanes du pouvoir et du désir vous a déjà troublé, n'hésitez plus. Pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche. Votre soutien est précieux pour nous aider à déterrer ces vérités oubliées. Dites-nous en commentaire de quelle ville ou région de France vous nous suivez, et surtout, quel personnage féminin de l'histoire ou quelles dynasties impériales aimeriez-vous voir leurs secrets les plus intimes dévoilés dans nos futures enquêtes. Votre curiosité est notre guide. Pour comprendre l'ampleur des événements qui se sont déroulés au Vatican, il est crucial de se plonger dans le tissu de l'Italie de la Renaissance. Nous sommes à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, une période de bouleversement artistique, scientifique, mais aussi de lutte de pouvoir impitoyable. La péninsule italienne n'était pas unifiée, mais fragmentée en cités-États rivales. Florence, Venise, Milan, Naples, et au centre de tout, les États pontificaux. Rome, la ville éternelle, était le cœur de la chrétienté, mais aussi un foyer d'intrigues politiques et de conflits armés. Le pape, loin d'être une simple figure spirituelle, était un souverain temporel, un prince guerrier dont l'influence rivalisait et parfois surpassait celle des monarques européens. L'Église, institution divine, était profondément enracinée dans les affaires mondaines, ses richesses et son autorité spirituelle étant des outils de domination politique. C'est dans ce contexte effervescent, où la foi côtoyait la corruption, et la piété la plus profonde, les ambitions les plus démesurées, que la famille Borgia allait graver son nom dans l'histoire, transformant le siège de Saint-Pierre en un véritable empire personnel, où chaque alliance, chaque trahison et même chaque plaisir était une pièce sur l'échiquier du pouvoir. Au cœur de cette époque tumultueuse et de ses intrigues papales, se dresse la figure imposante de Rodrigo Borgia, devenu le pape Alexandre VI. Un homme d'une ambition démesurée, dont la soif de pouvoir éclipsait souvent ses devoirs spirituels. Il n'était pas un simple pontife, mais un patriarche, père d'une lignée dont le nom résonne encore aujourd'hui. Parmi ses enfants, 2 se distinguent par leur influence et leur réputation sulfureuse. César Borgia et Lucrèce Borgia. César, l'aîné, était un condottière redoutable, un stratège militaire brillant et impitoyable, dont la détermination à étendre le domaine familial ne connaissait aucune limite. Son charisme magnétique masquait une cruauté calculatrice, faisant de lui l'instrument parfait des ambitions de son père. Lucrèce, quant à elle, était une femme d'une beauté légendaire, souvent dépeinte comme une figure tragique, tantôt victime, tantôt complice des machinations de sa famille. Son rôle dans les alliances matrimoniales des Borgia fut central, et sa vie, une succession de mariages politiques qui scellèrent le destin de la dynastie. Ces 3 figures, père, fils et fille, formaient un trio infernal, dont les actions, qu'elles soient politiques, militaires ou intimes, allaient redéfinir les frontières entre le sacré et le profane, le pouvoir et la perversion, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire de l'Italie et de l'Église. Le Vatican, forteresse de la foi, abritait en ses murs des secrets bien plus sombres que les dogmes théologiques. Loin des regards du peuple pieux,
se tramait un système de contrôle intime, d'une sophistication glaçante, orchestré par les Borgia. Ce n'était pas seulement une question de pouvoir politique ou de richesse, mais une emprise absolue sur les corps et les âmes, particulièrement ceux des femmes. Imaginez des dames de cour, des épouses de nobles, des ambassadrices, toutes soumises, sans le savoir, à une surveillance constante. Leurs mouvements, leurs conversations, leurs fréquentations, tout était scruté par un réseau d'espions et de serviteurs dévoués aux Borgia. Mais le contrôle allait bien au-delà de la simple observation. Des rumeurs persistantes, confirmées par des écrits dissimulés et des témoignages fragmentés, évoquent des protocoles de préparation pour les femmes destinées à entrer dans l'orbite intime de la cour. Ces rituels, souvent présentés comme des purifications ou des ornements nécessaires à la bienséance papale, étaient en réalité des examens physiques minutieux, menés par des médecins et des matrones loyales à Alexandre VI et César. Ces inspections corporelles, humiliantes et invasives, avaient pour but de s'assurer de la pureté ou, au contraire, de déceler toute vulnérabilité exploitable. Les détails de ces procédures, consignés dans des manuels secrets qui ne devaient jamais quitter les mains des initiés, révélaient des instructions explicites sur la manière de préparer ces femmes, non pas pour la piété, mais pour le plaisir et la manipulation. Ces pratiques ne se limitaient pas aux favorites ou aux maîtresses. Elles s'étendaient aux épouses des alliés potentiels, aux filles des rivaux, transformant chaque femme en un pion sur l'échiquier du pouvoir. Des lettres interceptées, des confessions chuchotées par des prêtres contraints au silence, décrivent comment César Borgia, avec la bénédiction tacite de son père, utilisait ces informations intimes pour exercer une pression psychologique insoutenable. Une faiblesse révélée lors d'un examen, un secret confié sous l'emprise du vin, devenait une chaîne invisible liant la victime à la volonté des Borgia. Les nuits de fêtes somptueuses, loin d'être de simples divertissements, étaient des théâtres où ces mécanismes de contrôle étaient mis en œuvre. Les courtisanes, souvent issues de milieux modestes, étaient formées à l'art de la séduction et de l'espionnage, devenant les yeux et les oreilles des Borgia, recueillant des informations précieuses sur les désirs, les craintes et les secrets des convives. Des documents d'archives, retrouvés bien des siècles plus tard et soigneusement expurgés, mentionnent des rituels d'initiation sexuelle où des jeunes femmes étaient introduites dans ce monde de luxure et de secret. Ces cérémonies, voilées de mysticisme et de promesses de faveur, étaient en réalité des épreuves de soumission, où la résistance était brisée et la loyauté scellée par le partage d'actes prohibés. Les témoignages de gardes, de médecins de cour et même de certains ecclésiastiques, bien que rares et souvent codés, convergent vers une réalité glaçante. Le corps féminin était un territoire à conquérir, à contrôler et à utiliser comme levier pour asseoir la domination des Borgia. Le contrôle absolu sur la sexualité féminine était ainsi érigé en un art politique, une arme invisible mais redoutablement efficace, permettant à la papauté des Borgia de dépasser la royauté en matière d'influence et de manipulation. Chaque secret intime découvert, chaque désir assouvi, chaque honneur bafoué renforçait leur emprise, transformant le Vatican en un labyrinthe de plaisirs interdits et de pouvoirs obscurs. Chères âmes curieuses, si ces révélations sur les coulisses du pouvoir des Borgia ont éveillé en vous un désir ardent de percer toujours plus de mystères, alors vous êtes au bon endroit. Chaque secret que nous dévoilons est une pièce d'un puzzle historique fascinant, et votre engagement est la clé qui nous permet de continuer cette quête de vérité. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a tenu en haleine, de vous abonner pour rejoindre notre communauté grandissante d'exploratrices du passé et de partager vos impressions en commentaire. Quelle est la femme de l'histoire dont le destin vous intrigue le plus? Votre curiosité est notre moteur, et ensemble, nous continuerons à éclairer les zones d'ombre de l'histoire pour que ces récits ne tombent jamais dans l'oubli. La nuit du 11 novembre 1501, au cœur du palais apostolique, n'était pas une simple date dans le calendrier romain. Elle fut le théâtre d'un événement qui allait marquer l'histoire de la papauté d'une encre indélébile. C'était le tristement célèbre Banchetto del Castagne, le banquet des châtaignes, un nom qui, à lui seul, évoque une atmosphère de décadence et de scandale. Organisé par César Borgia, avec la bénédiction tacite de son père, le pape Alexandre VI,
Ce n'était pas une célébration ordinaire, mais une mise en scène calculée, un rituel de séduction et de domination dont l'objectif était de soumettre et de contrôler les esprits autant que les corps. Les convives, triés sur le volet, incluaient des cardinaux influents, des ambassadeurs étrangers, des nobles romains et florentins, tous des hommes dont l'allégeance était cruciale pour les ambitions des Borgia. Les tables croulaient sous les mets les plus raffinés, le vin coulait à flot, mais l'attraction principale n'était pas culinaire. Au centre du grand salon, un spectacle inouï se préparait. 50 courtisanes, choisies pour leur beauté et leur habileté, firent leur entrée. Elles n'étaient pas vêtues de soies et de brocart, mais de voiles diaphanes, à peine dissimulant leur forme, leur corps offert à la vue de tous. L'air était lourd de parfums capiteux et d'une tension palpable. La musique, d'abord douce, s'intensifia, accompagnant les danses provocantes de ces femmes. Le spectacle devint rapidement un concours, un jeu pervers où les courtisanes devaient ramasser des châtaignes éparpillées sur le sol, non pas avec leurs mains, mais avec leur bouche, sous le regard amusé et lubrique du pape et de son fils. Les prix pour les gagnantes n'étaient pas des joyaux, mais des faveurs sexuelles, offertes publiquement aux convives qui les désigneraient. Les descriptions de cette nuit, bien que souvent censurées ou minimisées par l'historiographie officielle, sont parvenues jusqu'à nous grâce à des témoignages de l'époque, comme celui de Johannes Burchard, le maître des cérémonies pontificales, dont le Diarium rapporte avec une précision glaçante les détails de cette orgie sacrilège. Burchard, un homme de devoir et de piété, a consigné dans son journal des scènes d'une obscénité rarement égalée dans l'histoire papale. Il décrit comment les courtisanes, après avoir accompli leur tâche avec les châtaignes, furent invitées à se dévêtir complètement et à s'engager dans des jeux sexuels avec les invités sous les yeux de tous. Le pape Alexandre VI, loin de s'offusquer, observait la scène avec un plaisir non dissimulé, allant même jusqu'à distribuer des récompenses en argent à celles qui se distinguaient par leur audace. César Borgia, lui, était le maître d'œuvre de ce chaos calculé. Son regard perçant balayait l'assemblée, observant les réactions de chaque noble, de chaque ambassadeur. Il cherchait les signes de faiblesse, les désirs inavoués, les failles morales qui pourraient être exploitées. Des lettres intimes interceptées, découvertes des siècles plus tard dans les archives familiales de certaines maisons nobles, révèlent l'horreur et la fascination que cette nuit a suscité. Des dames de compagnie, forcées d'accompagner leur maîtresse, ont chuchoté des récits de honte et de dégradation. Des confesseurs, liés par le secret, ont enregistré des aveux de péchés commis sous la contrainte ou l'ivresse, des péchés qui par la suite serviraient de levier aux Borgia. Des documents archéologiques, mis au jour lors de fouilles clandestines dans les souterrains du Vatican, ont révélé des objets de plaisir et des instruments de contrainte, des preuves matérielles de la nature des divertissements qui se déroulaient derrière les portes closes. Le Banchetto del Castagne n'était pas une simple débauche. C'était un acte politique, une démonstration de force et de mépris pour les conventions. En poussant les limites de la moralité, Alexandre VI et César Borgia humiliaient leurs invités, les rendant complices de leurs transgressions. Ceux qui participaient, même passivement, étaient d'alliés par un secret honteux, une dette morale envers les Borgia. Le pardon divin, promis par le pape lui-même en échange d'une obéissance aveugle, devenait une monnaie d'échange. Cette nuit-là, le désir fut transformé en une arme redoutable, forgeant des loyautés inébranlables par la honte et la complicité, et élevant la papauté des Borgia au-dessus de toute royauté, par la puissance de la manipulation et la perversion des âmes. Au lendemain du Banchetto del Castagne, alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les vitraux du Vatican, une autre forme de rituel se mettait en place, bien plus insidieuse que la débauche de la nuit. Ce n'était pas le temps du repentir, mais celui de la consolidation du pouvoir. Les vérifications commençaient, non pas pour évaluer la moralité, mais pour s'assurer que chaque convive avait bien été marqué par l'événement, que les graines de la complicité et de la honte avaient été semées. Des émissaires de César Borgia, discrets mais omniprésents, se chargeaient de sonder les esprits, de recueillir les murmures, de confirmer les preuves de participation. Des médecins de cour, sous serment de silence, examinaient discrètement certaines dames, s'assurant que les marques de la nuit étaient bien visibles, des témoignages obligatoires de leur soumission. Ces inspections n'étaient pas seulement physiques, elles étaient psychologiques.
Les Borgia, maîtres dans l'art de la manipulation, savaient que la peur du scandale était une arme plus puissante que n'importe quelle armée. Des documents officiels, rédigés avec une ambiguïté calculée, étaient ensuite produits, résumant les divertissements de la nuit sans jamais en révéler la nature exacte, mais suffisamment pour que chaque participant comprenne qu'il était désormais lié par un secret partagé. Ces parchemins, scellés du sceau papal, servèrent de levier, de garantie silencieuse de loyauté. Ceux qui avaient succombé aux plaisirs offerts se retrouvaient piégés, leur réputation et leur honneur entre les mains des Borgia. Le pardon divin, tant vanté par Alexandre VI, devenait un outil de chantage, une absolution conditionnelle à une obéissance sans faille. Les conséquences immédiates de cette nuit se firent sentir dans les jours et les semaines qui suivirent. Des alliances politiques, jusqu'alors fragiles, furent cimentées par cette complicité forcée. Des ambassadeurs, qui avaient autrefois résisté aux demandes des Borgia, se montrèrent soudainement plus conciliants, leur voix étouffée par la crainte d'une révélation publique. Des familles nobles, dont les filles ou épouses avaient été compromises, furent contraintes d'accepter des mariages arrangés, des cessions de terres ou des soutiens militaires en échange du silence des Borgia. Des cardinaux, dont la piété était publiquement irréprochable, furent vus fréquentant assidûment les appartements papaux, leurs conseils autrefois indépendants se pliant désormais à la volonté d'Alexandre et de César. Mais les réverbérations de ces pratiques intimes allèrent bien au-delà des conséquences politiques directes. Elles laissèrent un trauma générationnel indélébile. Les femmes qui avaient été exposées à ces rituels, qu'elles aient été victimes ou complices, vécurent avec la marque de la honte et de la peur. Leurs récits, souvent chuchotés ou codés dans des correspondances privées, témoignent d'une profonde détresse, d'une perte d'innocence et d'une altération de leur perception de la foi et de la moralité. Des familles entières furent déshonorées en secret, leur nom associé à jamais à la décadence des Borgia. Le silenciement systématique de ces événements fut une autre conséquence majeure. Les chroniqueurs de l'époque, souvent sous la menace directe des Borgia, évitèrent de mentionner ces orgies ou les minimisèrent, les transformant en simples fêtes mondaines. Les archives furent épurées, les témoignages compromettants détruits ou dissimulés dans des recoins obscurs du Vatican. L'Église elle-même, soucieuse de préserver son image, contribua à effacer les traces de ces scandales, créant un voile de mystère et de déni qui perdura pendant des siècles. Ces pratiques intimes, loin d'être de simples écarts de conduite, moldèrent profondément la politique de l'époque. Elles permirent aux Borgia de consolider leur pouvoir, d'étendre leur influence sur les États pontificaux et au-delà, transformant le désir en une monnaie d'échange politique. La papauté, sous leur règne, dépassa la royauté en matière de manipulation et de contrôle, prouvant que les faiblesses humaines, une fois exposées, pouvaient devenir les chaînes les plus solides. Le Banchetto del Castagne ne fut pas un incident isolé, mais le point culminant d'une stratégie délibérée, dont les ondes de choc se firent sentir bien après la chute de la dynastie, rappelant que le pouvoir absolu corrompt absolument, même au cœur de la foi. Malgré les efforts acharnés des Borgia et de l'Église pour effacer les traces de leur scandale, le Banchetto del Castagne et les pratiques de contrôle intime laissèrent un héritage insidieux, une ombre persistante sur l'histoire de la papauté et de l'Italie. Des siècles durant, les vérités furent censurées, les documents compromettants détruits ou dissimulés dans les profondeurs des archives vaticanes. Pourtant, le murmure de ces nuits interdites ne s'est jamais complètement éteint. Des historiens courageux, des érudits audacieux, ont patiemment déterré des fragments de vérité, des lettres codées, des chroniques marginales, des témoignages indirects qui, mis bout à bout, ont commencé à reconstituer le tableau glaçant de cette époque. L'impact de ces pratiques s'est manifesté de multiples façons. Sur le plan politique, la confiance envers l'institution papale fut ébranlée, semant les graines de la réforme protestante qui éclaterait quelques décennies plus tard. Les abus de pouvoir, la corruption et la débauche des Borgia devinrent des arguments puissants pour ceux qui réclamaient un retour à une église plus pure. Sur le plan social, les femmes, particulièrement celles issues de l'aristocratie, vécurent sous une pression accrue, leur honneur et leur réputation étant constamment menacés par les machinations de la cour. Leur vie était souvent des instruments de pouvoir, leur corps des monnaies d'échange et leur voix,
des échos étouffés par la peur. Des tentatives systématiques d'effacer cette histoire furent menées. Des papes successifs ordonnèrent la destruction de fresques, la réécriture de chroniques, l'expurgation de registres. Des familles nobles, soucieuses de préserver leur lignée, firent de même, brûlant des correspondances et imposant le silence à leurs descendants. Pourtant, l'histoire a une manière de ressurgir. Des fouilles archéologiques inattendues, des découvertes de cachettes secrètes dans des palais romains, ont mis au jour des objets, des bijoux, des fragments de textiles qui, par leur symbolisme ou leur emplacement, racontaient des histoires de luxure et de contrainte. Des écrits apocryphes, attribués à des dames de cour ou à des serviteurs, ont circulé sous le manteau, offrant des perspectives féminines sur ces événements, des récits de survie et de résilience face à la domination. Le plus fascinant est peut-être la connexion inattendue de ces pratiques avec d'autres civilisations et époques. Les Borgia n'ont pas inventé le contrôle intime comme outil de pouvoir, mais ils l'ont perfectionné avec une audace sans précédent. Des rituels similaires, bien que sous des formes différentes, se retrouvent dans les cours impériales d'Orient, dans les harems ottomans, ou même dans certaines sociétés secrètes de l'Antiquité. Cela révèle une constante troublante dans l'histoire humaine. Le désir, la sexualité et le corps féminin ont trop souvent été instrumentalisés pour asseoir et maintenir le pouvoir, transcendant les frontières culturelles et temporelles. Le legs des Borgia est donc un rappel puissant que l'histoire officielle est souvent une version édulcorée de la réalité. Les vérités censurées, les voix silenciées, continuent de nous hanter, nous invitant à questionner, à chercher, à comprendre les mécanismes profonds du pouvoir et de la domination. Ces récits, bien que sombres, sont essentiels pour comprendre comment le désir peut devenir une arme et comment la soif de contrôle peut corrompre même les institutions les plus sacrées. Chères exploratrices de l'histoire, après cette plongée vertigineuse dans les abîmes du pouvoir et du désir des Borgia, nous espérons que ces vérités, longtemps dissimulées, ont éclairé votre esprit. L'histoire, mes chers, est bien plus qu'une succession de dates. Elle est un miroir de l'âme humaine, de ses grandeurs et de ses faiblesses les plus intimes. Si cette quête de connaissance vous a captivé, si le frisson du secret vous a tenu en haleine, alors rejoignez notre communauté grandissante de passionnés. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer une seule de nos révélations. Activez la cloche pour être les premières informées de nos prochaines enquêtes. Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché. Et surtout, partagez en commentaire les figures féminines de l'histoire dont vous aimeriez que nous levions le voile sur les mystères. Votre curiosité est notre guide. Et ensemble, nous continuerons à déterrer les récits impériaux les plus fascinants. Ces secrets qui, une fois révélés, transforment notre compréhension du passé et du présent.